Le rouquin et le vieil homard ont réussi à regagner le douar. Aussitôt après, le rouquin et mon frère ont décidé de partir à notre recherche. Ahmed, qui était venu me voir pour m'annoncer qu'il quittait le quartier des Giens perdus pour une ville proche, s'est joint aux deux hommes. Pendant des jours et des jours, ils ont ratissé les montagnes kabyles. Ils auraient cherché encore longtemps si Yahya ne les avait pas remarqués lors d'une tournée d'inspection. À l'aube du 14e jour, nous faisons nos préparatifs en vue de regagner le douar. Samir s'estime capable de supporter le voyage. Dès lors, plus rien ne nous retient. Mais en nous préparant, nous hésitons à partir. Les deux Kabyles se sont réveillés plus tôt que nous et se sont volatilisés dans les montagnes. En ce qui concerne Rachid, je ne suis pas étonné. Il n'aime pas la foule. Je le suis en revanche davantage au sujet de Yahya. Je l'imagine difficilement partir sans nous dire au revoir. Quand nous les voyons enfin arriver, le jour est bien entamé. Nos deux amis tirent les mulets, dont deux sont lourdement chargés de bois. Sur le troisième, pendent divers gibiers encore vivants. Toujours aussi prévoyants, les Kabyles ont pensé à leur retour. Rien ne saurait traduire ce que nous leur devons. Nous sommes tous très émus. Rachid me donne un paquet que je dissimule au regard de Yahya, tandis que Tahar et le rouquin soutiennent Samir pour l'aider à marcher. Yahya dit: « Vous n'allez pas nous vexer en refusant de prendre les mulets. » Ainsi sont les Kabyles. Regardant une dernière fois la grotte, j'aperçois une araignée s'attelant à tisser sa toile. Elle n'a pas perdu de temps. Dorénavant, cet endroit sera sa demeure, et je lui cède volontiers ma place. J'emporte avec moi le souvenir de cet insecte qui jadis, dit-on, sauva le prophète d'une mort certaine. La traversée des montagnes se fait sans difficulté. Aucun problème pour le transport de Samir, ce qui chasse notre unique sujet d'inquiétude. Samir s'accommode parfaitement de sa monture et nous pouvons maintenir un rythme rapide et soutenu. Par rapport à l'aller, il n'y a aucune comparaison. Cette fois, nous progressons sans chercher nos repères. Nous n'avons aucune hésitation pour suivre notre chemin. Cela se traduit par un sérieux gain de temps. L'état de Samir m'inquiète et j'apprécie de ne pas traîner sur le chemin. Dès que nous dépassons le pays kabyle, je sens que je viens de franchir une porte invisible. Je rapproche cette sensation à l'état du petit matin. Au réveil, nous quittons un monde fantaisiste à souhait pour entrer dans celui des vivants. Et pourtant, nous n'avons pas bougé de place. Je pense aux nuages qui nous entouraient, mais que l'on ne pouvait toucher. Tout cela me paraît si lointain et si incompréhensible que je crois sortir d'un songe. Ahmed nous rapporte ce qui se chuchote en ville. Les Américains sont sur le point de débarquer en Algérie. On dit que ce débarquement sera le prélude à l'offensive finale des Américains en Europe. Par ailleurs, quelques patriotes français préparent dans le plus grand secret une armée de débarquement équipée par des armes dissimulées dans des caches situées près des villes, même près de chez nous. Pour être franc, je comprends de moins en moins cette histoire de guerre. Puis on m'en parle, moi je m'y retrouve. Si l'affaire concernait uniquement la France et l'Allemagne, j'aurais pu saisir.
Mais la situation est autrement plus compliquée. Tantôt on parle de l'alliance entre Russes et Allemands, tantôt de leur conflit. Tous les pays du monde semblent maintenant être ligués contre l'Allemagne. Je ne vois pas ce que les Américains viennent faire dans cette histoire. Je ne parviens pas à me faire une idée exacte de ce conflit qui paraît si important aux yeux des Européens. J'en suis venu à ne penser qu'à une chose. Si les Allemands sont si forts pour le prétend, la guerre n'est pas près de se terminer. Le restant du voyage sur les hauts plateaux me semble nettement plus long qu'à l'aller, mais ce n'est qu'une impression. À l'approche de notre douar, j'éprouve enfin la satisfaction d'en avoir terminé avec le calvaire. Ahmed retourne en ville et je promets de lui rendre visite dans les prochains jours. C'est ce moment-là que choisit aussi Samir pour quitter son état de somnolence et plonger dans une prostration qui me fait redouter le pire. Sans pouvoir me l'expliquer, je suis persuadée que la proximité du douar a déclenché chez lui une sournoise activité. S'il appréhende le moment des retrouvailles, nous devons nous attendre à quelques désagréments de dernière minute. Manifestement, il ne demeure pas insensible à son retour au douar. Nos ennuis sont enfin terminés. Nous sommes chez nous, lui dis-je, espérant le mettre dans de meilleures dispositions. Contre toute attente, il ne manifesta aucun signe d'approbation. Il campe solidement dans ses funestes visions impénétrables. Il est de nouveau absent et nous ne pouvons rien y faire. Bien qu'il ne puisse lui arriver rien de bien grave maintenant, la persistance de cet état ne pourra qu'inquiéter la famille. Mais, emporté par la joie d'être de retour au douar, je n'ai plus d'inquiétude. Nous sommes chez nous, sa blessure au ventre est à peu près guérie, et je n'ai plus de raison de céder à la panique. À cette heure tardive de la nuit, le douar ne peut qu'être désertique. Il est donc normal qu'il n'y ait personne pour nous attendre. Peut-être même avons-nous été portés disparus. Le grand portail est fermé. Je demande au reste du groupe de m'attendre et fais le tour du douar. J'escalade le mur à l'endroit le moins élevé et me retrouve dans la grande enceinte. Je traverse la grande cour tout en cherchant dans la pénombre une présence familière. Parfois, en effet, des vieux cherchent devant la seconde entrée de l'écurie les moyens de terrasser l'éveil. Mais ce jour-là, ou ce soir-là, il n'y a personne. J'entreprends d'ouvrir le portail. Le grincement des battants fait un bruit épouvantable dans la nuit. Auparavant, je n'avais jamais été sensible à ce bruit. Je pense même qu'il ne faisait pas du tout ce vacarme. En tout cas, je n'avais rien remarqué. Et là, le bruit me paraît si fort que j'ai la certitude qu'il va réveiller tout le monde. Tel un être privé de raison, Samir fait avancer son mulet et entre dans la cour. Tahar et le rouquin lui emboîtent le pas en faisant entrer les deux autres bêtes. Je referme le portail toujours aussi grinçant. Tandis que le rouquin et Tahar libèrent les mulets, je vais près de Samir pour l'aider à descendre de sa monture. Une sourde colère monte en moi, car il ne fait aucun effort pour descendre, et je dois pratiquement le porter comme un sac de blé. Il demeure debout, tel que je l'ai posé, toujours dans cet état exaspérant de prosternation. Je ne lis aucune flamme de vie dans ses yeux. J'ai une envie subite de le secouer. Qu'est-ce qui peut bien l'accaparer à ce point, bon Dieu? Il a bien mal choisi son moment pour partir.
Derrière nous, nous surprenons quelques personnes qui contemplent silencieusement notre manège. Médusés, ils regardent des fantômes fourbus, dont un qui n'a trouvé rien de mieux que d'aller promener son esprit on ne sait où. Fort heureusement, le requin se charge de couper court à cette contemplation insolite en exigeant qu'on aille sur-le-champ chercher un membre de la famille de Samir. Un vieux m'a dit un jour: demande à l'imbécile la discrétion et tu auras droit au concert des aboiements de chiens. Il a raison. Je ne suis pas loin de penser que tous les habitants du Douar sont des imbéciles. Au lieu de partir chercher une personne de la famille de Samir, comme on le leur a demandé, ils se précipitent sur nous. L'un d'eux crie: Samir est blessé, Samir est gravement blessé. Cela déclenche la folle course de l'information, car un troisième hurle: appelez le père de Samir, son fils va mourir. Tahar entre dans une colère noire. Taisez-vous, bande d'ânes du désert que personne ne veut acheter. Samir est fatigué, nous sommes tous fatigués. Maintenant ça suffit, allez prévenir la femme de Samir. Personne ne bouge, mais l'information agrémentée de considérations personnelles se met en route. Je suis trop énervé pour écouter tous les ordres qui fusent dans un douar maintenant entièrement éveillé. Je sais seulement que mon frère a été le premier et le dernier à avoir parlé de la femme de Samir. J'entends vaguement les noms du cousin, de l'oncle le plus proche et quelques nouvelles qui m'achèvent. Dans le bavardage qui circule, il est question d'une femme kabyle que Samir aurait épousée et ramenée avec lui. Mon frère Brahim se ferait un passage à grands cris et accourt nous embrasser en laissant exploser sa joie. Puis, après avoir levé la tête vers le ciel et remercié une centaine de fois le Créateur de nous avoir accordé la vie sauve, il hurle à l'adresse du Douar: ils sont revenus, ils sont vivants. Si les rats du Douar n'étaient pas encore au courant, cette fois ils le sont. Les femmes lancent leur you-you, preuve que tout le monde est maintenant informé de notre arrivée. Je suis un peu étourdi d'entendre tous ces cris, ces hurlements. En essayant de me dégager, je constate avec stupeur que Samir est toujours là, livide, décomposé. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. Et je vois le moment où il va s'écrouler. Je tente de dire discrètement au rouquin de le conduire chez lui. Je manque de discernement. J'aurais mieux fait de tenir ma langue et de m'en occuper moi-même. En lançant des invectives à tout va pour qu'on le laisse passer avec le malheureux, le rouquin obtient exactement l'inverse de l'effet escompté. Tout le monde s'agglutine autour d'eux afin de juger personnellement de l'état de Samir. Et nous avons droit à une nouvelle tempête de cris. Question discrétion, nous sommes servis au-delà de toute espérance. Sans la venue inopinée de sa femme, nul doute que le pauvre Samir aurait passé une bonne partie de la nuit dans la grande cour. Pleurant de joie et de tristesse, elle le conduit en le tirant par l'épaule. Ne s'occupant plus de l'agitation autour de moi, je rentre les mulets dans l'écurie et vais me coucher. La suite demain, à la même heure. Vous pouvez vous abonner.